Je milite depuis, on va dire, des années et des années, peut-être même avant mon engagement au Parti communiste, pour une Palestine libre. Mais c'était important que les communistes soient dans cette flottille parce que nous sommes des acteurs de cette solidarité. Je soutiendrai toujours le droit de Rima Hassan d'exprimer ce qu'elle pense. Il faut les sanctionner, en fait. Si on ne sanctionne pas, ils n'ont aucune raison de s'arrêter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien pour nos révolutions. Donc je suis Mathéo, militant communiste dans le 20e arrondissement à Paris et membre du média Nos Révolutions. Aujourd'hui, on reçoit Raphaëlle Primet, militante et élue communiste, présidente d'ailleurs du groupe communiste à la mairie de Paris. Tu es engagée de longue date dans les combats internationalistes et tu t'apprêtes à participer à une flottille en direction de Gaza. On a souhaité prendre le temps d'échanger avec toi pour plusieurs raisons. D'abord parce que si avant toi, des élus communistes ont partagé ton courage et ta détermination à participer aux flottilles, même à être à l'initiative de ce type de combat. Je pense notamment au député Jean-Paul Lecoq et puis aussi au député et regretté Jean-Claude Lefort. Tu es la seule élue communiste aujourd'hui à participer à la prochaine flottille pour Gaza. Ensuite, parce que cette flottille, elle intervient dans un moment d'une gravité extrême. Le Proche-Orient, il est aujourd'hui ravagé par une spirale de violence qui continue de s'étendre et ça permet à Israël de continuer son projet d'expansion territoriale de manière assez inexorable. Donc on pense naturellement à Gaza, où la population palestinienne, elle subit depuis de longs mois la guerre, la famine organisée, des déplacements forcés et puis une destruction méthodique de toutes ces conditions même d'existence. Et puis en Cisjordanie aussi, où les violences des colons, qui sont même qualifiées de pogroms par d'anciens hauts responsables israéliens, continuent à se multiplier, à s'accentuer. Et puis au Liban, naturellement, où les bombardements, ils ont déjà causé plus d'1 millier de morts et puis 1 million de déplacés. Et puis aussi parce que cette participation à la flottille, elle soulève plusieurs questions de fond. Déjà sur les formes que peut prendre la solidarité internationaliste, sur leur utilité et puis leur portée, mais aussi sur les débats qu'elles peuvent susciter à gauche. Déjà, peut-être pour commencer simplement, Raphaël, peut-être que tu peux revenir sur ton parcours militant, pourquoi le Parti communiste français, et nous dire pourquoi tu as aussi décidé de participer à cette flottille, nous dire quand tu pars et puis dans quel esprit tu t'y engages. Alors, bonjour Mathéo. Mon engagement, effectivement, je suis engagé au Parti communiste depuis plus de 40 ans. Peut-être pas revenir sur les raisons, c'est des raisons et les raisons multiples, mais effectivement, c'est déjà combattre le capitalisme et vouloir un autre monde. Et dans ce cadre-là, évidemment, la solidarité internationale, ça a toujours été un des engagements forts du Parti communiste, autour aussi des questions de la paix. Du coup, le Parti communiste a toujours été un des acteurs de la solidarité avec la Palestine, qui était logique vu nos positions contre l'impérialisme, contre le colonialisme. Donc, je milite depuis, on va dire, des années et des années, peut-être même avant mon engagement au Parti communiste, pour une Palestine libre. Et donc, le reste de ta question, c'est pourquoi aujourd'hui la flottille. Eh bien, d'abord, c'est la suite de l'engagement. Tu parlais de Jean-Claude Lefort, pardon. Voilà, ce sont des gens dont je me réclame d'une certaine manière. Et aujourd'hui, je pense que c'était important. J'espère qu'il y a d'autres communistes d'autres pays dans la flottille, mais enfin, communiste française, il y aura que moi. Mais c'était important que les communistes soient dans cette flottille parce que nous sommes des acteurs de cette solidarité et que la flottille arrive à un moment où, comme tu le disais, avec la régionalisation du conflit, les attaques au Liban, l'Iran, peut-être que Gaza est en train de passer en dessous les médias. On parle moins, alors que le génocide continue. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Et donc, il y a nécessité de remettre cette question quand même au devant de la scène.
Et la flottille, elle va servir à ça, elle va servir à remobiliser les gens pour la cause palestinienne. Et évidemment, si possible, si on arrive à aller au bout, apporter de l'aide concrète à Gaza qui est toujours dévasté, où les gens vivent sous les tentes, où il manque de tout, puisque contrairement à ce que le gouvernement israélien veut faire croire, les camions passent toujours au compte-gouttes, et il y a des problèmes énormes en termes de santé, en termes de... Donc oui, cette flottille, elle est très très importante. Et d'ailleurs, comment est-ce que depuis ici, les militants du mouvement de solidarité pour le droit des Palestiniens, comment ils peuvent vous soutenir depuis ici ? Alors depuis ici, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le soutien financier aux différentes flottilles, puisque la flottille, elle va partir sous le nom de la Global Sumud Flotilla. Mais à l'intérieur de cette flottille, il y a différentes autres flottilles. Donc ça, chacun choisit de quelle flottille il se sent le plus proche, mais déjà participer en amont au financement de la flottille. Ensuite, suivre, évidemment, on va dire all eyes on flottille, c'est-à-dire suivre à partir de... Là, il y en a une qui part le 4 de Marseille. Et ensuite, moi, celle dont je fais partie, on part le 12 de Barcelone. Et puis, je crois qu'il y aura d'autres flottilles qui vont partir d'autres endroits. C'est les suivre. Et puis, effectivement, jusqu'au moment où peut-être on sera raisonné et arrêté. Et à ce moment-là, je pense qu'il faudra qu'il y ait des manifestations comme il y avait eu la dernière fois. Il y avait eu même des grèves en Italie, et en France avec les dockers. Donc, il faudra une grande mobilisation parce que... c'est quand même... Ils n'ont pas le droit de nous arraisonner, ils n'ont pas le droit de nous arrêter, ils n'ont pas le droit d'empêcher, au nom du droit international, ils n'ont pas le droit de nous empêcher d'amener de l'aide à Gaza. Et puis on est un peu inquiet parce que dans les dernières flottilles, bon, il y a eu des arrestations, il y a eu de la prison, c'est vrai. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont quand même dans une extrême droitisation terrible. On a vu, je pense que tu voulais m'en parler après, la loi qui a été adoptée sur la peine de mort uniquement pour les Palestiniens. On voit bien qu'ils sont dans une... Enfin, ils sont en roue libre. Ils sont en roue libre, donc on espère qu'on sera quand même bien traité c'est quand on va être arrêté, mais on n'est pas serein du tout. Bah justement, c'était la question que j'allais te poser, parce que là, c'est quand même une question, enfin, c'est la question de l'engagement qu'on pose là, mais là, c'est un engagement presque physique que tu fais. On sait que ces initiatives de flottille, elles sont surveillées, qu'elles peuvent être bloquées, même interceptées, comme tu l'as dit, et que celles et ceux qui y participent, ils prennent des risques, voilà, vraiment très concret. Les dernières personnes, je pense à la flottille du Madeleine qui avait été arraisonnée par les forces armées israéliennes. Elles avaient parlé de traitements inhumains lors de leur détention. Et puis la flottille en 2010, lors de l'arraisonnement des forces armées israéliennes, je crois que c'était 9 militants qui avaient perdu la vie, 8 Turcs et un Américain. Donc pourquoi, malgré ces risques réels dont tu es consciente, et d'ailleurs il me semble que tu vas être formée là-dessus à Barcelone pour tenir le coup dans les geôles israéliennes, pourquoi tu considères que c'est quand même aussi important d'y aller, et qu'est-ce que ça représente quand même politiquement, une flottille aujourd'hui? Est-ce que c'est un geste symbolique, c'est un acte concret, c'est une forme de rupture avec d'autres mobilisations peut-être plus institutionnelles? Qu'est-ce que tu t'aimerais dire là-dessus? Moi, je trouve que c'est extrêmement beau comme symbole d'avoir des bateaux, des voiliers qui partent du monde entier avec toutes ces nationalités. Et je pense que le symbole, il y a le symbole de voguer ensemble pour briser le blocus, c'est beau en soi. Et ensuite, comment je dirais ça, je me suis perdue. C'est pas grave. La question c'est... La question c'est, malgré les risques, tu y vas quand même, et ça représente ça représente quoi, ce geste politique pour toi?
Alors, donc cette flottille, c'est beau et c'est important, y compris effectivement de s'impliquer même physiquement parce qu'on est face quand même à un génocide. Et je pense qu'on a besoin le fait d'accepter ça pour l'humanité, c'est aussi terrible que d'avoir accepté d'autres génocides avant. Et je crois qu'on doit tous pouvoir faire le maximum pour le dénoncer et l'empêcher. Et en plus, on le fait parce que, malheureusement, à part quelques pays, la communauté internationale, elle se tait, elle est complice de ça, elle accompagne même ce génocide. Donc si nous, peuple des différents pays qui participons à cette flottille, et puis peuples qui manifestent dans tous les pays, c'est nous qui avons cette responsabilité. Et en plus, ça engage nos États, puisque que ce soit la France, la plupart des États européens sont États parties de la Convention de la prévention et de la répression du génocide. Et il y a un article sur la complicité de génocide où il y a 2 critères. Il y a le premier critère de si on est conscient de l'intention génocidaire de l'État qui va commettre le génocide. Puis il y a un second critère sur la complicité de ne pas aider logistiquement l'État qui est en train de le commettre. Or, visiblement, le silence de la France, le silence de l'Allemagne aussi, ça peut rendre responsable juridiquement nos États d'une complicité d'un génocide. Et justement, la question qui me vient à l'esprit, c'est tu viens de parler effectivement de la loi sur la peine de mort à l'encontre des Palestiniens, qui a été mise en avant par le ministre, je crois que c'était de la défense israélienne, Itamar Ben-Gvir, qui est un ultranationaliste et qui a dans son CV notamment des condamnations pour avoir soutenu le terrorisme juif. Et puis il y a aussi le rapport de la rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, sur la torture qui serait systématique et généralisée vis-à-vis des Palestiniens, qu'ils soient détenus ou non d'ailleurs. Et d'ailleurs, en lisant le rapport, ça soulève le cœur parce qu'il y aurait des viols massifs avec l'utilisation d'outils en tout genre, effectivement, d'animaux, de chiens. Et la conclusion du rapport, c'est de dire justement que c'est une des caractéristiques structurelles, cette torture systématique et généralisée, de l'intention génocidaire israélienne en cours. Et moi, la question que j'aimerais te poser là-dessus, c'est est-ce que déjà pour toi le terme d'apartheid, ça permet de comprendre la situation globale de ce qui est en train de se passer, et qu'est-ce que ça recouvre d'utiliser ce terme-là? Et puis aussi, qu'est-ce que ça change politiquement de dire que ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide? Ou qu'est-ce que ça veut dire aussi de ne pas vouloir le dire? Effectivement, là, par exemple, dans la base commune au sein du parti, mais en fait, dans la gauche aussi, il y a un débat là-dessus de est-ce que c'est nécessaire de parler de génocide ou pas? Comment toi, tu te positionnes sur cette question-là? Alors, c'est une question importante. Je rappelle qu'il y a eu une loi qui a été déposée pour qualifier ce qui se passait en Israël d'apartheid, et que c'était Jean-Paul Lecoq, notre député, qui l'avait déposée. Donc je crois qu'on est tous d'accord pour le coup, même si ça a suscité des débats au parti d'utiliser ce terme. Enfin, je pense que ceux qui sont allés là-bas ne peuvent qu'employer ce terme. C'est-à-dire que quand on crée un mur entre de population, quand il y a des routes différentes selon si on est palestinien ou israélien, quand on est obligé de passer par des checkpoints et de faire la queue pendant des heures pour aller d'un endroit à un autre, oui, il y a un apartheid. Je pense que on ne peut pas dire autre chose. Et sur le terme de génocide, moi je pense que c'est une erreur de ne pas parler de génocide. Je pense qu'il y a une peur, c'est parce qu'aujourd'hui l'enquête est en cours, il y a la CPI, et que pour le moment, disons que l'enquête n'a pas abouti. Donc il n'y a pas formellement
le terme. Il y a un risque plausible voilà. de génocide. Mais nous, on est communistes. Donc, je pense qu'on n'a pas à attendre les conclusions d'une enquête juridique ou, de toute façon, qui est déjà archi-documentée. Et enfin, franchement, je pense qu'il n'y aura pas autre conclusion que de dire que c'est un génocide. Et puis c'est corroboré par des rapports des Nations Unies, par des ONG. Voilà, Amnesty International, enfin des gens qui ne sont pas des fous furieux. Donc, moi, je suis pour employer le terme de ce qu'on voit. Et aussi parce que notre rôle en tant que communiste, c'est d'interpeller nos gouvernements, le gouvernement français pour ce qui nous concerne, et de leur dire qu'ils sont complices d'un génocide, et de leur dire qu'il faut qu'ils agissent. Sinon, voilà. Et si on leur dit c'est pas bien, ce que fait Israël est juste, vous devriez faire des sanctions, non. Si on veut que le gouvernement agisse, il faut le mettre face à ses responsabilités et face aux termes de ce qui se passe. Voilà. Et sur l'idée de sur la flottille, j'ai lu attentivement ton interview sur l'humanité, qui est une très belle interview d'ailleurs. Tu parles que tu attends un soutien explicite de la part du parti. Alors, juste pour qu'on contextualise un petit peu, la flottille, ça a toujours fait débat, toujours non, ça fait débat depuis en fait seulement quelques temps en réalité, à gauche. Et d'ailleurs, certains nous expliquaient que les flottilles vers Gaza, ça relevait du buzz, qu'elles étaient secondaires, voire contre-productives. Et aujourd'hui, on voit certains partis de gauche qui participent à la flottille de solidarité pour Cuba et pour briser le blocus à Cuba et pour aider aussi la population cubaine en matière humanitaire. Ça s'inscrit dans une logique de solidarité concrète, assumée, et d'ailleurs, ça a le mérite vraiment d'être salué. Mais en même temps, ça montre une certaine forme de contradiction, puisque soit une flottille, on la considère comme un acte politique, mais dans ce cas-là, c'est un acte, alors ça l'est partout, soit ça ne l'est pas. Mais ça semble curieux de changer de grille de lecture selon les causes. Et d'autant plus que dans le cas de la Palestine, du coup, tu le dis, le parti n'a pas apporté son soutien explicite. Tu as adressé une lettre à la mi-février à la direction du Parti communiste français pour demander un soutien politique mais aussi matériel en cas d'arraisonnement par les forces armées israéliennes, d'un soutien juridique. Je voulais savoir où ça en était aujourd'hui et comment tu expliques cette gêne de la part de certains à gauche à soutenir la flottille pour Gaza. Pardon. Je ne peux pas expliquer à leur place. Donc effectivement, et à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas eu de réponse à cette lettre. J'ai eu des réponses par d'autres biais, mais qui ne sont pas des réponses, je dirais, officielles. Ce que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que par contre, j'ai le soutien des camarades. Bien sûr. J'ai reçu des lettres de toute la France, des mails, donc les camarades sont enthousiastes. Et puis, on est dans la même section du 20e. Quand je l'ai dit, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, il y a eu vraiment... Tout le monde t'a applaudi. Tout le monde a applaudi. Donc, ça, déjà, pour moi, je dirais que c'est le plus important. Après, on m'a dit qu'on me soutenait, mais qu'on ne soutenait pas la flottille. Je crois savoir qu'il y a des doutes sur qui organiserait la flottille, des financements, soi-disant d'organisations islamistes. D'organisations islamistes ou pas, ou qu'est-ce. Bon, et donc la volonté de ne pas mettre, je pense, de la part de la direction, le doigt dans quelque chose où ils ne voudraient pas aller. Ce que je peux comprendre, mais ce qui est quand même facilement vérifiable et que je leur ai proposé de vérifier en rencontrant une des organisatrices de la flottille, en tout cas de la flottille Global Soumoud France, parce que comme dans la Global Soumoud, il y a énormément de flottilles,
on ne peut pas savoir effectivement s'il y a une flottille qui part, je ne sais pas moi, du Pakistan, qui l'a financée. Mais ce qui compte, c'est la flottille dans laquelle je pars, elle n'est pas financée par des islamistes. Et elle est beaucoup financée d'ailleurs par le crowdfunding et par des gens eux-mêmes. Et il y a quelques donateurs généreux qui donnent des grosses sommes, mais voilà. Et du coup, le parti va quand même m'apporter une aide sur la communication, va m'aider pendant que je serai sur la flottille à publier quelques vidéos, etc. Donc j'aurai une aide de ce niveau-là. Bon. Et donc, et en fait, je dirais que depuis quelques années, enfin déjà depuis le 7 octobre 2023, il y a une peur du Parti communiste d'être assimilé à des antisémites, des soutiens de l'islam radical, etc. Alors que, et du coup, on a altéré ce qu'on disait, ce qu'on avait toujours dit, je dirais depuis 50 ans sur le conflit palestinien. Et on est revenu en arrière sur ce qu'on disait. En fait, une part de la direction a cédé aux pressions. Qui sont qu'on voit qu'il y a partout. Voilà, c'est-à-dire que si on est pour un État palestinien, et en plus, on a toujours dit aux côtés d'un État israélien, peut-être qu'il faudra en rediscuter maintenant, mais en tout cas, aujourd'hui, soutenir ça, on l'a toujours fait et il n'y a rien d'antisémite là-dedans. Il faut avoir le courage de porter ce que notre parti a toujours porté, parce que c'est un combat fondamental. Comme je le disais au début, c'est la paix, l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme. Donc si on laisse ça, parce qu'on a peur de, justement, parlons de buzz, moi je parle pas jamais de buzz, mais d'avoir un mauvais buzz parce qu'on fait ça, alors on ne sert à rien, hein. Oui. Moi, je le dis tout de suite, hein, à ce moment-là, on ne sert à rien. Les communistes, on sait qu'il y a des choses qu'on dit qui ne vont pas plaire à tout le monde. Eh bien, notre engagement anticolonialisme, notre engagement pour le peuple palestinien, pour son autodétermination, il ne doit pas être soumis à la peur des interprétations des uns et des autres. On sait ce qu'on dit et on sait pourquoi on le fait. Et en plus, ça fait 50 ans qu'on le dit. Ouais. Bah, ce que tu dis, enfin, effectivement, là, ce non-soutien explicite à la flottille, c'est pas un cas isolé mais que ce soit le parti ou même la gauche, on sent qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre une orientation assez générale dans laquelle on cherche à se distinguer, à se singulariser du mouvement de solidarité populaire vis-à-vis des droits des Palestiniens et même à s'y inscrire pleinement. On l'a vu, il me semble, au refus de certaines organisations de gauche à signer des appels du collectif national pour une paix juste et durable. Oui, tu as peut-être quelque chose à dire. Oui, j'ai quelque chose à dire. C'est qu'effectivement, on a des différences parlons de la LFI, on a des différences d'appréciation. Nous, on n'a pas, le parti, et moi je pense à juste titre, n'a pas hésité à qualifier ce qui s'est passé le 7 octobre d'actes terroristes, d'actes barbares. Voilà, il y a des séparations dans le mouvement. Disons que dans le mouvement de solidarité pour la Palestine, il y a beaucoup de positionnements différents. Mais pareil, de la même manière, on doit, si on veut que ce mouvement il s'élargisse et qu'il puisse s'unir, parce qu'on n'a quand même pas eu en France les manifestations les plus extraordinaires. Quand on voit d'autres pays comme même la Hollande ou l'Italie, enfin le mouvement de solidarité n'a pas été aussi fort du fait de ces divisions, mais aussi du fait que parce qu'on n'était pas tous d'accord, on s'est retiré de ce collectif national qui existait quand même depuis des années et qui permettait de bien, y compris de mener la bataille politique. Et donc je trouve ça extrêmement dommage. Parce que oui, on a des différences d'appréciation, on a des différences de positionnement, et on peut
moi je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que dit la LFI sur le mouvement palestinien, mais je ne vais pas arrêter de discuter. Non, et de faire front ensemble. Enfin, c'est une question de convergence des luttes aussi, quoi. Et puis, oui, effectivement, il y a eu une prise de distance vis-à-vis de certaines mobilisations à partir de 2023. Je rappelle que de octobre à novembre 2023, les manifestations, elles étaient interdites et que lorsque tu allais à une manifestation pour défendre l'autodétermination des Palestiniens, tu pouvais finir en garde à vue ou même être menacé d'apologie au terrorisme. Alors que finalement, la gauche, certains partis à gauche ont préféré s'inscrire dans des mobilisations plus institutionnelles. Je pense notamment à la mobilisation contre l'antisémitisme qui avait été organisée par Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, et puis du président du Sénat, Gérard Larcher, aux côtés du Rassemblement national. Donc ça, c'était quand même un comble. Moi, j'y suis allée à cette marche. Et, ouais. Je suis allée à cette marche. Pour moi, c'est pas contradictoire. Voilà. Mais de marcher aux côtés du Rassemblement national, ça c'est moins amusant, c'est clair. Mais bon, après, on manifeste sur un mot d'ordre. Moi, je pense que la lutte contre l'antisémitisme, elle est fondamentale. Et que justement, lorsqu'on ne peut pas... Enfin, il faut tenir tous les bouts. Et évidemment que quand on est solidaire avec les Palestiniens, il faut être encore plus, je dirais, contre l'antisémitisme. Parce que sinon, le risque que notre solidarité soit entachée et que du coup, elle est décrédibilisée. Donc, je suis farouchement contre l'antisémitisme et je me battrai toujours contre. Et je suis farouchement pour que les Palestiniens et le droit à un État voilà. Et donc pour moi c'est pas contradictoire. Par contre qu'on choisisse d'aller à l'un et pas à l'autre, c'est un problème. Oui, voilà. C'était là où je voulais en venir. Et comme on appelle ça, il y avait eu aussi durant cette période, ça s'était aussi cristallisé autour de la question de Rima Hassan. Et ce moment, je pense qu'il a été révélateur parce que tout le monde lui était tombé dessus. Il y avait eu un véritable acharnement et puis même, y compris une certaine partie de la gauche, s'est fait le relais de certaines de ces critiques. Et toi d'ailleurs, tu n'étais pas restée silencieuse à ce moment-là parce que, aux côtés d'autres élus communistes d'ailleurs, tu avais signé une tribune en soutien à Rima Hassan, mais aussi en fait aux autres voix qui se levaient pour le droit des Palestiniens. Je pense notamment à des syndicats, à des syndicalistes qui se sont fait aussi arrêter, et puis aussi des militants, de simples militants. Est-ce que tu la re-signerais, toi, cette tribune aujourd'hui ? Je dirais encore plus, parce que moi j'ai plein de désaccords avec ce que peut dire Rima Hassan, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au positionnement de la LFI sur la question. Mais c'est le truc que tout le monde connaît, c'est-à-dire je veux que tout le monde puisse dire ce qu'il a à dire, et on est quand même en démocratie. C'est hallucinant qu'on puisse pas... elle n'a pas eu de propos, d'ailleurs elle n'a pas été condamnée par la justice, elle n'a pas eu de propos condamnables par la justice, donc elle a le droit de parler, elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Et ce qui s'est passé là il y a 2 jours, sa garde à vue, avec l'histoire de... on voit que c'est monté de toutes pièces. Ça a été démenti par le parquet. Et malgré tout, on a... C'est hallucinant. On est où ? Dans quel pays on est ? Où on met en garde à vue des gens pour un retweet et on raconte qu'il y a de la drogue dans le sac. Et d'un autre côté, un gars à l'Assemblée nationale qui s'appelle Aloncle dit vous n'êtes pas de mon camp. La phrase c'est elle n'est pas de mon camp, elle n'est pas raciste. Et là, ça passe crème. Donc il y a quand même, on a un problème. Donc oui, je soutiendrai toujours le droit de Rima Hassan d'exprimer ce qu'elle pense, à partir du moment où ça rentre pas sous le coup de la loi. C'est que c'est pas raciste. Mais on voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures, c'est plus possible.
CNews, à longueur de journée, dit des atrocités qui, elles, sont passibles. C'est des délits, le racisme est un délit. Et de l'autre côté, tu vas d'ailleurs te rendre à la manifestation. Voilà, je vais me rendre à la manifestation tout à l'heure avec toi. Et puis, pour un retweet qui, franchement, n'était pas... que je n'aurais pas fait moi, mais on va en garde à vue et on invente des trucs pour te discréditer et discréditer ta réputation. Ouais. C'est hallucinant. Ouais. Hallucinant. D'ailleurs, on peut élargir la discussion à propos de la loi Yadan, parce que finalement, c'est dans la droite ligne, c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Ouais. Donc, la loi, elle est intitulée « Nouvelle forme d'antisémitisme ». Et si officiellement il s'agit de lutter contre l'antisémitisme, on en a parlé tout à l'heure, évidemment que cette lutte elle est indispensable. Et d'ailleurs le parti a toujours été est irréprochable sur le sujet. En réalité, cette loi elle vise quand même à instrumentaliser l'antisémitisme pour faire taire celles et ceux déjà qui documentent ce qui est en train de se passer à Gaza, en Cisjordanie, et qui dénonce aussi les crimes qui sont commis contre les Palestiniens. Et cette loi, elle fait partie aussi d'une longue liste de comment on appelle ça, d'instrumentalisation qui pèse à la fois sur la réflexion, sur le débat public, et puis sur les voix qui s'élèvent pour le droit des Palestiniens. Et donc, par exemple, elle va élargir les délits de provocation et d'apologie du terrorisme avec des critères qui restent quand même très très flous, ce qui ouvre la porte à des interprétations arbitraires, à une possible censure de toute critique envers le projet sioniste israélien, mais aussi contre certaines politiques de l'État d'Israël. Elle introduit plein de choses, mais... par exemple, celles et ceux qui aimeraient rappeler le droit international et notamment la résolution, je crois, 26-21 des Nations Unies, qui met en avant le droit inhérent des peuples qui sont colonisés, un droit à la résistance par tous les moyens dont ils disposent. C'est quand même curieux de remettre autant en cause la liberté d'expression sur en plus un crime qui est en cours et aussi important. Et puis aussi ça fait taire le débat qui, je pense, est nécessaire déjà sur la dénonciation de l'apartheid, mais aussi sur le débat, tu l'ouvrais un petit peu tout à l'heure ce débat-là, mais le débat sur un État binational et puis la revendication d'égalité des droits de la mer au Jourdain. Donc au fond, le texte, il opère une confusion dangereuse entre lutte contre l'antisémitisme et puis la critique politique d'un État qui est pour le coup légitime. Comment toi tu l'analyses cette loi et est-ce que tu y vois un risque sérieux pour les libertés publiques ? Évidemment que j'y vois un risque. Enfin, je dirais que tu as un peu tout dit, mais il y a un risque très sérieux parce que d'ailleurs il faudra qu'ils agrandissent leur prison parce que s'ils l'appliquent à tout le monde, il y aura plus de place. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc là, effectivement, à partir du moment où on critique le sionisme, à partir du moment où on n'a pas la position du gouvernement d'extrême droite israélien, finalement, parce que c'est ça, si on prend à l'inverse, si on ne dit pas ce que dit le gouvernement d'extrême droite israélien, eh bien on est passible et éventuellement coupable d'antisémitisme. C'est complètement délirant, y compris, heureusement, il y a de nombreux juifs aujourd'hui qui ne sont pas sur ces positions-là, qui combattent la politique de Netanyahou, qui combattent ce gouvernement. Il y a aussi de nombreux juifs qui ne sont pas pour un État israélien. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a aux États-Unis. Donc tout cela, par exemple, ils pourraient tomber sous le coup de cette loi. Bon courage. Mais c'est encore effectivement un outil de répression. Si elle passait, ça serait un total scandale et ça serait grave. Ça serait très grave. Et parce que ça sera vraiment l'instrument pour faire taire. Oui, toute contestation. Ouais, toute contestation. Et
Quelles seraient du coup, selon toi, comment on appelle ça, les politiques concrètes qui pourraient changer la situation de ce qui est en train de se passer à Gaza, en Cisjordanie, voire même au Liban? Quel rôle la France pourrait-elle avoir dans la résolution du conflit? Est-ce que tu voudrais nous en parler? Est-ce que tu as des idées? Oui, il y a des choses qu'on dit depuis toujours, c'est-à-dire, il y a eu la reconnaissance de l'État palestinien qui est arrivé bien trop tard, mais qui était quand même un acte fort, qu'on réclamait depuis toujours. Il ne faut pas sous-estimer qu'un pays comme la France ait reconnu la Palestine, c'est quand même fort. Mais évidemment, ça ne suffit pas, parce que pour le moment, c'est plus que symbolique. Puisque l'État n'existe pas, à proprement parler, n'existe pas. Et en tout cas, pas dans les frontières qui avaient été définies en 67, etc. Mais bon, c'est un point d'appui. Et la première chose qu'on dit depuis toujours, c'est de dénoncer tous les accords européens avec Israël. Il faut les sanctionner, en fait. Si on ne sanctionne pas, ils n'ont aucune raison de s'arrêter. Donc il faut utiliser les résolutions de l'ONU, les différentes résolutions de l'ONU pour sanctionner Israël en arrêtant de commercer tous les accords de coopération. Notamment l'accord d'association que l'Union européenne maintient avec Israël. Première chose aussi, en arrêtant de leur livrer des armes ou pour pas avoir l'air de livrer des armes, des composants d'armes. Enfin, voilà. Ce qui revient un petit peu au même. Et puis, ne pas accepter que Netanyahou passe en avion au-dessus de la France. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses à faire. Mais pour l'instant, il y a que, je dirais, en Europe, là, on a l'Espagne qui est un peu courageuse. Oui, qui ouvre une voie. Qui ouvre une voie. Mais le gouvernement français... on est très très loin, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas cesser de se mobiliser. C'est-à-dire la semaine dernière, on a eu pour les Journées de la Terre une manifestation qui était honorable, mais pour moi, elle n'est pas à la hauteur. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux dans les rues, et puis faire peut-être comme en Italie, une journée de grève en soutien aux Palestiniens, au peuple palestinien. Et qu'est-ce que tu répondrais, toi, parce que ce que je veux dire, c'est que c'est le premier génocide qu'on a finalement en direct avec du 21e siècle, avec nos téléphones portables et tout. Tu scrolles sur ton téléphone, le matin tu te réveilles, le soir tu vas dormir, tu vois des images absolument atroces. C'est assez épuisant mentalement pour les personnes qui ont suivi ce qui se passe. Vraiment mentalement, on est impacté. Si tu avais quelque chose à dire à des jeunes militants à propos qui regardent cet entretien et puis qui se sentent épuisés aussi des mobilisations tous les samedis, c'est prenant aussi. Oui, c'est encore plus épuisant de rester tout seul devant ces écrans, je pense. Et surtout, première chose à dire quand même, faites attention à tout ce que vous regardez, parce qu'il y a bien sûr, des fake news et tout. Des fake news dans les deux sens, donc il faut bien faire attention à ce qu'on regarde et puis se vérifier le plus souvent possible. Et puis oui, moi je leur dirais, mobilisez-vous, parce que tout seul derrière un écran, c'est terrible. Être ensemble, manifester ensemble, discuter avec des gens, et là tu retrouves de l'humanité. Parce que ce qui est terrible devant ces images, c'est ce que l'homme... Notre impuissance. Notre impuissance, et puis ce que des hommes sont capables de faire à d'autres hommes. Enfin, moi, ça touche, quoi. Et donc, d'aller avec d'autres êtres humains manifester, on se dit, voilà, tout... Oui. On peut avoir de l'espoir. L'homme n'est pas foncièrement horrible. On fait bloc. Ok. Et si tu devais... Non, je pense que... Ouais, est-ce que tu as quelque chose à ajouter non. Peut-être Non, Non. Non. On va arrêter l'entretien. Ouais. Tu vas partir. Rappelle-nous quand tu vas partir. Si on peut être là pour te soutenir un maximum. Alors, donc, je pars le 6, donc lundi, à Barcelone pour une semaine de formation dont tu as parlé. Et ensuite, on part le 12...
Alors, à vrai dire, je ne sais pas encore sur quel bateau, avec qui. Tout ça n'est pas. Je pense que je le saurai sur place. Et je ne sais même pas combien de bateaux partent de Barcelone et s'il y a d'autres étapes où il y a d'autres bateaux qui nous rejoignent. Mais en tout cas, ça sera une des plus grosses flottilles jamais parties. On est je crois, plus de 112 bateaux. Ok. Voilà. Et puis, j'essaierai de partager le plus possible sur les réseaux où on en est, ce qui se passe, pour donner des nouvelles. Et puis, voilà. Bah en tout cas, nous, à nos révolutions, on te suivra avec beaucoup d'intérêt et puis on partagera tout. Okay. Donc, merci pour ton temps et à très bientôt. Ouais, à bientôt.